Alors, pour participer à cette table ronde, j'appelle Claude Beaufils, conseiller régional, président de l'Agence départementale du tourisme de Loir-et-Cher, l'ADT 41. Bonsoir Claude Beaufils. Marc Fesneau, maire de Marchenoir, président de la communauté de communes Beauce et Forêt. Le docteur Éric Lefebvre, PDG de l'entreprise Adécotech, basée à Naveil, mais on en parle de plus en plus dans le monde entier de cette entreprise. Evelyne Sancier, directrice de projet assistance à l'autonomie à la Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité. Bruno Marmiroli, le directeur du CAUE 41, le Conseil architecture, urbanisme, environnement de Loir-et-Cher. Et Lionel Henry, le directeur de l'Observatoire de l'économie et des territoires de Loir-et-Cher. Voilà, merci de nous rejoindre. Alors voilà, il y a un certain nombre de micros. Tenez, Claude Beaufils, on va commencer par vous. On a pas mal parlé de tourisme. J'imagine que ça a bien résonné à vos oreilles. Peut-être d'abord une réaction à ce que vous venez d'entendre. Bon, beaucoup de choses viennent d'être dites par Laurent Davzy. C'est un diagnostic qui me semble complètement correspondre au Loir-et-Cher. Quelques petites surprises néanmoins. Mais je préférerais tout de suite aller sur le tourisme parce qu'il y a beaucoup d'intervenants ce soir. Donc sur le tourisme, c'est assurément un secteur d'activité qui donne déjà des résultats, mais qui pourra en donner beaucoup plus. D'ailleurs, dans Loir-et-Cher 2020, il y a un objectif ambitieux qui vise à doubler le nombre de salariés. Aujourd'hui, le tourisme représente 4,5% de l'emploi total en Loir-et-Cher. Et ça fait 5000 emplois, il y a 3100 salariés et le reste sont les travailleurs indépendants. Vous savez, c'est très très difficile de chiffrer dans le tourisme. Il n'y a pas une véritable norme qui s'applique entre les départements, la région, et je pense qu'il y a un futur travail très important pour l'Observatoire. Mais globalement, ça fait 5000 personnes qui vivent directement du tourisme dans notre Loir-et-Cher. Il y a évidemment plus d'emplois en Indre-et-Loire, mais avec ce taux de 4,5%, le Loir-et-Cher apparaît tout de suite après l'Indre-et-Loire. Il y a tout de suite, là, les chiffres que vous avez cités, c'est 2007-2013. Moi, je vais ne pas être redondant et apporter peut-être des chiffres qui plus actuels et qui sont plutôt source de satisfaction, d'encouragement dans les politiques que nous mettons en œuvre d'accompagnement par les collectivités locales et qui donnent aussi un peu de baume au cœur aux professionnels du tourisme. Le Loir-et-Cher, sur 2014, il y a eu 4,6 millions d'entrées sur les sites ou dans les manifestations touristiques. C'est certainement, et j'en suis pratiquement sûr, et je sais qu'il y a Alain Beignet dans la salle, mais je pense que c'est le plus haut niveau d'entrée dans la région centre. Si on ramène ça à notre population, ça ne m'étonne pas. Le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, qui est d'avant 2013, où il y a en gros 20%, vous disiez, de revenus en plus par habitant. Avant l'explosion de Beauval en particulier, oui, par exemple. Et on a effectivement, on s'appuie sur des locomotives extrêmement importantes. Beauval, c'est plus de 900 000 entrées. Quand on voit Château de Chambord qui ne cesse de progresser, 770 000. Vous avez des progressions. On parle peu du parc équestre de la Motte Beuvron, mais c'est 660 000. Vous avez le château de Blois, bien entendu, Cheverny, plus de 330 000. Vous avez les jardins de Chaumont. Donc il y a des locomotives. Oui, et en fait, sur ces 4,6 millions d'entrées sur 2014, 37% c'est dans des châteaux, en fait. Et on s'aperçoit, c'est pas une majorité, mais c'est certainement le déclic qui génère globalement l'attrait du Loir-et-Cher pour le tourisme. Alors ce potentiel ne vous a pas échappé. Et les collectivités, l'agence départementale du tourisme, avec d'ailleurs ses voisins d'Indre-et-Loire, donc va porter l'accent sur ce secteur. Aujourd'hui, dans le tourisme, ce n'est pas les limites géographiques d'un département qui ont un impact sur un touriste. Un touriste qui passe de Chenonceau à Chambord, français, on n'apprend plus les départements à l'école, et encore moins quand on voit la France vue du Japon ou de la Chine, on s'en soucie peu. C'est la raison pour laquelle on a de très grands points communs avec l'Indre-et-Loire. Eh bien, nous avons une démarche commune sur les sujets où, en additionnant nos forces, on peut faire un peu plus que 1 + 1 = 2, en termes de synergie. Et donc c'est le cas pour la vallée de la Loire, on a cette vallée de la Loire en commun, on a ce grand projet sur la vallée du Cher qui maintenant regroupe également le département du Cher, on a l'installation de la marque Sologne entre les 3 départements donc, qui sont concernés
Je crois que les collectivités, globalement, sous l'impulsion de certaines collectivités et de structures liées au conseil départemental maintenant, qui sont en train de se réveiller et prendre conscience que le tourisme, qui a déjà effectivement des résultats significatifs qu'on l'on doit aux professionnels du tourisme. Nous élus, nous faisons qu'essayer d'accompagner et d'amplifier le mouvement. Et cette amplification est en très bonne voie parce que toutes les communautés de communes sont en train de s'approprier cette compétence. Il y a une professionnalisation de plus en plus des offices du tourisme à l'échelle un peu de ce qui se fait à l'office du tourisme Bois-Chambord. Parce qu'il y avait une dispersion très importante, et quand on a une dispersion importante, c'est très difficile de professionnaliser les salariés qui travaillent dans le tourisme. Donc tout ça va dans le bon sens, et je pense que l'objectif de doubler l'emploi, c'est ambitieux pour 2020, mais je crois que c'est un objectif qui peut être atteint avec... Donc de 5 à 10 000, c'est ça ? Comment de passer de 5 à 10 000, c'est ambitieux. Mais quand vous voyez ce qui se passe au niveau international, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un petit paramètre que j'ajoute, c'est quand même l'ajustement du paramètre entre le dollar et l'euro. Ça va quand même inciter énormément de visiteurs qui sont sur des zones dollars à venir en Europe et en particulier en France. Donc je ne voudrais pas monopoliser trop la parole. C'est vraiment un message d'espoir sur le tourisme. Juste un dernier mot. Grâce à des solidarités qui s'organisent, des communautés de communes, des départements qui s'associent donc pour aller plus loin. Il y a plein de facteurs convergents, mais c'est une prise de conscience générale. Bien sûr, on le doit en particulier à ceux qui nous éclairent. C'est ces locomotives dont je parlais tout à l'heure. Et quand on voit la réussite de Beauval, on voit qu'aussi, et ça c'est quand même une réussite qu'on pourrait qualifier d'absolument exceptionnelle. Ce serait formidable d'avoir des réussites de ce type dans tous les territoires. Malheureusement, si on avait mené à l'époque une étude de marché ou si une banque avait demandé une étude de marché, on n'aurait jamais misé un copec sur une telle réussite à côté de Saint-Aignan, voyez-vous. Donc là, dans le Loir-et-Cher, on a cette très grande chance d'avoir ces locomotives, et à partir de ces locomotives, on peut motiver et amener des activités complémentaires sur des TPE, des petites et moyennes entreprises qui vont se développer au niveau du tourisme. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est effectivement sur l'hôtellerie, c'est paradoxal. On a 2,8 millions de nuitées, mais ça cache, c'est Center Parcs qui cache finalement une performance qui n'est pas si terrible que cela. C'est que sur presque 40% des nuitées sur les 2,8 millions, c'est Center Parcs. Et on a donc une faiblesse au niveau de l'hôtellerie, ce qui n'est pas vrai pour l'hôtellerie de plein air, parce que là, on est plutôt au premier rang au niveau régional. C'est sur l'hôtellerie, globalement, qu'on a certainement une réflexion de profondeur à mener. Et on observera sans doute tout au long de la soirée que derrière des résultats se cache souvent aussi le génie humain, le génie et l'imagination et le talent et le courage de certains individus. Et ça, c'est important sur un territoire. Vous savez, dans les personnes qui créent des entreprises, ce n'est pas souvent des diplômés, comme vous parliez de Bac plus 12 pour des ingénieurs tout à l'heure, c'est plutôt en Bac plus 5, Bac plus 7, mais on s'aperçoit que ce ne sont pas les diplômés qui créent aujourd'hui les entreprises. Il faut un brin de folie ou de l'inconscience et avoir envie d'entreprendre. Et on voit sur même les territoires ruraux des gens qui osent et qui, à partir parfois de projets auxquels peu de personnes croient, qui réussissent. Malheureusement, il y a un taux d'échec que l'on connaît aussi, qui fait frémir lorsque les familles en question ont dû donner des garanties, et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Ouais. Et pardonnez-moi, je n'ai pas rappelé que vous aviez créé l'éco-parc d'affaires de Soleuil, ce pôle d'activité en plein cœur de la forêt. Mais bon, oui, j'ai vu pendant mon absence qu'il y avait eu un forum exceptionnel qui a attiré un très grand nombre de visiteurs, donc il faut que je parte plus souvent en voyage. Voilà. C'est peut-être le réveil de la Sologne. Marc Fesneau, donc, on va traverser la Loire, donc on va faire étape en Beauce. Vous êtes l'élu d'un territoire rural. Peut-être aussi la question, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris en quelques mots dans l'intervention de Laurent Davzy ? D'abord le fait que pour différents aspects, le Loir-et-Cher était attractif. D'un point de vue touristique, tu viens de le dire, je suis assez frappé du chiffre sur les retraités. Le fait qu'on soit un territoire, il n'y a pas que l'héliotropisme on a du soleil aussi en Loir-et-Cher, mais il n'y a pas que les affaires de frange littorale, le fait que nous soyons en capacité, nous soyons un département qui est à ce point, parce que vous dites 11 000, si j'ai bien retenu, sur quelques années, habitants nouveaux liés à des gens qui partent à la retraite dans notre territoire, c'est un élément intéressant, moi, me semble-t-il. Le deuxième élément que je trouve intéressant dans ce que vous nous avez présenté, c'est finalement on a un territoire intermédiaire, et un territoire intermédiaire comme le nôtre, il passe mieux les caps économiques difficiles comme ceux qu'on est en train de passer. C'est-à-dire que une spécialisation relative quand même, mais pas complète,
un historique fluctuant, puisqu'on a des industries qui sont arrivées assez tard et de façon assez étalée, et ça permet de passer un cap de façon plus sereine, me semble-t-il. Et ces nuances de gris que vous avez essayé de nous montrer, je trouve qu'elles sont assez positives pour un territoire comme le nôtre. Mais cet aspect, cette capacité à être attractif pour le Loir-et-Cher, c'est une des forces, ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, et en même temps dans tous les travaux qui ont été faits sur le Loir-et-Cher 2020, c'est cette capacité-là, me semble-t-il, qui doit être une leçon pour le département du Loir-et-Cher. Après, la nécessité que nous avons de travailler en coopération et de voir qu'il y a quand même des pôles qui tirent, il y a quand même des locomotives. Et ces locomotives-là, moi qui suis l'élu d'un territoire rural, comment on traite avec elles pour bénéficier, être à l'ombre un peu de ça, sans en être forcément les victimes, mais plutôt les bénéficiaires, ça me semble être la question pour des territoires comme les nôtres. Alors, les questions de santé, d'éducation, d'économie, de services publics sont des situations qui vous préoccupent au quotidien. Quelle réponse, vous, l'élu d'une commune et d'un territoire rural, vous tentez d'y apporter ? Là, on navigue on est sur une économie plus résidentielle qu'une économie, pour revenir à des références que connaît bien Laurent Davezy, pour les avoir présentées, plus sur une économie résidentielle que sur une économie productive. Encore qu'il faille dire quand même que dans un territoire comme le nôtre, l'activité agroalimentaire reste une activité très prééminente et plutôt en progression, avec un peu de transformation alors qu'on est en Beauce, avec une transformation qui est assez intéressante à regarder. Simplement faire part des expériences qu'on a pu avoir, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Claude et ce qu'on se disait avec mon voisin à l'instant, c'est la part, y compris du maintien des services et du maintien de l'attractivité des territoires ruraux, c'est la part aussi, parfois pas de l'inconscience, mais en tout cas de l'idée qu'on pourrait faire alors que, comment dirais-je, la raison, les études de marché, la raison bancaire, j'en dis, la raison consulaire, la raison des élus ferait qu'on pourrait ne pas avoir envie de faire. Parce que finalement, quand on met les ratios les uns au bout des autres, on se dit qu'a priori, ça ne devrait pas marcher. Et me semble-t-il, sur un certain nombre de sujets, c'est cette capacité qu'on a dans les territoires à la fois à être inventif et aussi à passer par-dessus, comme un chef d'entreprise le fait. Nous, on est là plutôt en accompagnement, comme l'a très bien dit Claude, de ceux qui veulent porter des initiatives. Mais l'idée qu'on essaie de franchir ces étapes-là, c'est le rôle, me semble-t-il, des élus. On a essayé dans ma commune de réimplanter des commerces, pour donner un exemple. Pour essayer les fameuses boutiques Bosseron. Absolument. On était dans une commune avec une commune voisine de 1500 habitants. S'était créé un supermarché qui ferme 3 ans plus tard, sans doute mal calibré par rapport au territoire. Et après, on a réessayé de dire, soit on reste dans le néant, on se dit, bon, bah c'est fichu, et on reste dans un territoire rural, on dit, bah finalement, on va se contenter de ce néant-là, où on se dit, on a un bâtiment vacant et on a en face de nous des chefs d'entreprise et des gens qui veulent porter des projets. Et donc, on a reloti à l'intérieur de cet espace-là un certain nombre de commerces, c'est-à-dire en réimplantant une boucherie. Ce qui était un enjeu double, c'était à la fois de faire vivre une boucherie et deuxièmement, c'est de trouver un boucher. Parce qu'il y a aussi ça qu'on n'a pas trop évoqué, mais parfois, ce sont aussi les ressources humaines qui peuvent manquer dans ce genre de projet. Et donc, l'alliance de ça a permis d'installer une boucherie, une boulangerie, une épicerie, un bar tabac, et bientôt de nouveau un magasin de vêtements. Tout ça parce qu'il y avait la conjonction à la fois du lieu, la conjonction de ce qu'on pouvait faire, nous, apporter comme élus, avec les autres collectivités qui nous ont soutenus, et surtout les porteurs de projets. Et on l'a fait avec le sentiment qu'on prenait un risque, mais qu'en même temps, comme on l'avait en face de nous, et s'il n'y avait pas eu les chefs d'entreprise, on ne l'aurait pas fait. Comme on avait en face de nous des chefs d'entreprise dont on pouvait penser qu'ils étaient capables de le porter, ça ne se serait pas fait. Et j'ajoute, parce que c'était un peu des éléments de discussion qu'on avait eu avec Lionel Henry, quand on avait un peu discuté de ça, quand on m'avait gentiment invité, on a décidé de reprendre en régie une station-service. Ce qui est un peu original et paradoxal. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait une station-service. On aurait pu la neutraliser, mettre du sable dedans en disant on ne peut plus réinstaller de station-service. Le fait est que, la reprenant à 1 €, elle fonctionne, ce qui fait qu'on a des activités parfois de pompistes dans la semaine, mais qui sont du service au territoire et la réponse à un besoin d'une économie résidentielle. Et donc c'est tous ces éléments-là qui permettent de... Mais je pense que dans ces éléments-là, la capacité qu'a le territoire, et ça rejoint ce que disait Laurent Davezy, à accueillir le chef d'entreprise, à accueillir le médecin, à accueillir ceux qui veulent développer une activité, c'est essentiel pour que les territoires puissent se développer. Si on renvoie à nous-mêmes l'image d'un territoire qui s'effondre, sans être... la méthode Coué n'est pas une bonne méthode en tant que telle, mais en tout cas l'idée qu'on apporte quelque chose pour que les territoires se développent, c'est essentiel psychologiquement, parce que je pense que la part de psychologie dans ces affaires-là, en tout cas pour donner envie, elle est essentielle au démarrage. Après, il faut la part du talent, un peu de la folie, un peu du grain, etc. Mais il faut être très réveillé et très réactif. Alors en plus, ça ne vous a pas échappé que du côté de Marchenoir, il y a des bois, il y a de la forêt, et vous créez une filière bois en vous appuyant finalement sur une ressource locale abondante et peu exploitée.
fallait pas me lancer là-dessus parce que ça pourrait devenir une Vous avez marotte, 2 minutes. on pourrait me le reprocher. Mais pourquoi on l'a fait? On avait un massif forestier, mais enfin, il n'aura échappé à personne que la Beauce n'est pas caractérisée en premier lieu par ses étendues forestières, plutôt en Sologne, dans le département, me semble-t-il. Et j'ai un voisin qui le sait mieux que moi. Simplement, je me suis dit, notre collectivité s'appelait Beauce et Forêt, et je me suis dit qu'il fallait qu'on parte aussi de ce qu'était l'identité du territoire. Et l'identité du territoire, c'était la Beauce et ce massif forestier posé au milieu de la Beauce. Et c'est comme ça qu'on a décidé effectivement de développer une filière bois énergique, d'abord sur cette partie-là avec un peu le Perche et un peu la Sologne, et plus tard sur l'ensemble du département de Loir-et-Cher. Mais on l'a fait, il y a des retombées économiques. Il y a des retombées économiques qui sont plutôt de petite dimension en termes de volume d'emploi, mais en même temps, ça participe de l'image du territoire et de la capacité que nous avons à montrer qu'on est capable de réinstaller de l'activité économique, y compris de l'activité industrielle, économique de base, parce qu'on transforme quand même une matière première assez vieille comme le monde, si on peut dire, le bois, pour en faire du chauffage. Il n'y a rien de très original dans le processus. Mais en même temps, on est à la fois sur une économie historique de ce territoire, parce que la forêt de Marche Noire, elle a vécu pendant des siècles autour de son bois, et en même temps dans le cadre nouveau qui est celui offert par la transition énergétique. Donc c'est l'alliance d'une identité, de ce qui était une réalité territoriale, et de ce qui est aussi un besoin qu'on sent monter en termes énergétiques. Voilà, retrouver ses racines. Quand Oui. on parle d'arbres, c'est plutôt malin, hein, Oui, en quelque sorte. Facile, mais c'était juste. Alors, on va donner la parole à votre voisin, Éric Lefebvre. On est très heureux de vous accueillir, docteur, parce que d'abord, il y a quelques années, vous aviez reçu un top de l'entreprise. Espérons qu'il vous apporte bonheur. On entend de plus en plus parler de vous. Vous parcourez le monde, donc pour parler de télémédecine. Alors si, vous voyagez beaucoup. Et votre activité, c'est la télémédecine. Vous avez mis au point donc le premier robot de télécographie qui s'appelle Mélodie. Et Mélodie, on la retrouve finalement dans plusieurs endroits de la région, dont Montoire, mais également à Richelieu, à Lannemezan. Puis on la retrouve aussi outre-Atlantique, à Cayenne. Ça y est, c'est parti, ce projet qui est né à Naveil, à côté de Vendôme. Alors c'est parti, Parlez bien après. Voilà. Voilà. C'est parti. Disons qu'on avance. On est après 4 ou 5 ans après les tops, on est toujours là. C'est déjà un point positif aujourd'hui. Et on a un produit qui va pouvoir qui est mis maintenant sur le marché, qui est normalisé, etc. Et qui normalement devrait dans les mois qui viennent et les années qui viennent passer à la vitesse supérieure de production, on va dire importante, mais dans la télémédecine ou dans la médecine, les productions, c'est pas les voitures, hein, on est bien d'accord. Si on vend quelques centaines de robots Mélodie, ça sera déjà une belle réussite industrielle. Et plus dur maintenant, il faut trouver des investisseurs, des partenaires oui. qui vous accompagnent. Donc, les investisseurs, c'est un grand mot actuellement, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite actuellement. Alors, avec des fonds d'investissement, c'est très difficile, mais bon, c'est un sport très particulier. Quand on n'est pas rompu, ça surprend un peu, mais on s'adapte. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on parlait de l'entreprise, mais l'entreprise, c'est pas quelque chose de rationnel de créer un nouveau produit, etc. C'est une aventure. Moi, on me dit, oui, donnez-moi des business plans, etc. Je dis, mais il faut croire dans ce qu'on fait. On va vous expliquer pourquoi il faut y croire, etc. Pour vous rassurer, on va vous donner des business plans, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a une idée, on a envie d'y aller jusqu'au bout, on a une équipe qui a envie de travailler, et puis de temps en temps, malheureusement, ça marche pas, et de temps en temps, ça marche. Et quand ça marche, ça fait une réussite. C'est comme Beauval, c'est avant tout une passion de gens qui adoraient les animaux, etc., qui a abouti à une réussite extraordinaire. Mais ce n'était pas des business plans, c'était une passion qui a été mise en place avec des gens qui savent faire, et voilà. Et votre idée de départ, alors finalement Alors l'idée de départ, je ne sais pas si c'est comme souvent, mais elle est venue un petit peu du métier, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le cadre de son métier quand on est dynamique, dans des circonstances qui font qu'on a accès à aider dans certaines études, etc. Et la faculté de Tours, c'est une réussite totalement régionale, puisque le concept a été émis dans le service du professeur Pourceau et du professeur Arbeil à la faculté de Tours. Puis après, l'université d'Orléans a fourni le côté, on va dire, technique, puisque les brevets viennent de l'université d'Orléans. L'entreprise, elle est à Naveil, comme vous avez dit. Et on essaye de continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que les sous-traitants qui vont fabriquer sont à Romorantin. Et pour l'instant, on a réussi à tout garder dans la région. Des circuits courts, en quelque sorte. Voilà, exactement. Et ça, c'est grâce
probablement en grande partie au dynamisme de la CCI et du département on a un club qui s'appelle le Club des dispositifs médicaux qui nous a permis finalement de se connaître les uns les autres alors qu'on ne savait même pas qu'on existait les uns à côté des autres et puis qui a permis de dire ben voilà, à Romorantin il y a MK Électronique, ils font des cartes, il y a la société Axystem, ils construisent des dispositifs médicaux et on n'a pas été chercher ailleurs parce qu'on s'entendait bien, parce que les causes étaient communes et plutôt que de fabriquer à Naveil, ce qui aurait été très compliqué avec les normes actuelles, eh bien on a préféré confier, mais tout en restant dans la région. Voilà, alors Mélodie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un robot qui permet de faire de l'échographie à distance. Aujourd'hui, la télémédecine va être un passage obligé. Moi, en tant que médecin, à prime abord, la télémédecine, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Ça, c'est très clair. On a besoin de voir les malades, de les palper, etc. Toutefois, il faut être réaliste sur le plan économique. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On parlait d'une économie très intéressante pour la région qui était les retraités qui viennent d'ailleurs. Si on veut les garder, il faut avoir des plateformes médicales performantes. Autrement, ils repartiront. C'est clair, puisque malheureusement pour eux et pour la population, c'est ces gens-là qui ont le plus besoin de médecine. Donc, par définition, si on perd la médecine, bien, ils migreront ailleurs où il y a de la médecine, tout simplement parce qu'ils en ont trop besoin. Pour illustrer vos propos, à l'EHPAD de Montoire, elle sert à quoi À l'EHPAD de Montoire, c'est une station qui a été mise par l'ARS de la région Centre. Le but, c'était de montrer que dans une EHPAD qui n'a pas forcément des besoins énormes d'échographie, on pouvait quand même trouver un système économique vertueux qui permette de développer un système de télémédecine et d'apporter un vrai service. Pourquoi ? Parce que malheureusement aujourd'hui, quand on a 90 ou 95 ans et qu'on déplace les patients même à 20 ou 30 km, ça suffit souvent pour les déstabiliser sur un plan psychologique et parfois même sur un plan physique. Donc en fait, on fait presque plus de mal aux patients en l'envoyant faire son examen que l'éventuel diagnostic qu'on va faire. Là, l'avantage, c'est qu'évidemment, l'échographie est faite sur place, dans une salle avec les infirmières qui ont l'habitude, etc. L'expert est à Tours et voilà, l'examen est fait, la personne retourne dans son lit et il y a beaucoup moins d'effets secondaires, on va dire. Voilà. Ça, c'est l'exemple de Montoire. L'exemple, on parlait de Richelieu. Richelieu, en Indre-et-Loire. Ça pourrait être Montdoubleau, c'est en Indre-et-Loire, mais ça pourrait être Montdoubleau que je connais bien, hein, parce que je suis toujours praticien et je travaille toujours à Vendôme en échographie. Eh bien, aujourd'hui, ils ont un problème là-bas à Richelieu, c'est qu'ils sont très isolés, ils sont à 25 km des premiers radiologues, etc. Et ils avaient un réel problème. Il y a eu un robot qui a été mis en place, les médecins eux-mêmes manipule le robot, enfin mettre en place ce robot. L'expert est au CHU de Tours et depuis ils ont recruté par exemple un médecin. Pourquoi ? Le médecin qui était un des stagiaires a dit moi je reste ici parce que la médecine à Richelieu elle est peut-être un peu loin du centre-ville, des grandes villes, mais par contre elle est plus intéressante parce que je bénéficie presque beaucoup plus rapidement que si j'étais en ville d'un certain nombre d'examens et j'ai une boucle qui est beaucoup plus courte et donc pour moi c'est plus intéressant donc je reste là. C'est probablement les maisons de santé, etc. C'est vers ça qu'il faut qu'elles se diversifient. Alors là, c'est en marge de Mélodie, hein, puisque l'autre côté, c'est l'aventure industrielle. Mais là, c'est l'intérêt de ce type de produit. Et une réponse, effectivement, au problème de désertification médicale qui est au cœur du sujet, hein, d'ailleurs. Qui est totalement au cœur du sujet dans notre région, malheureusement. Et il va falloir qu'on trouve de toute façon des réponses. Tout en maintenant un bon niveau de médecine. Autrement, on perdra nos retraités. Ouais. Ça, c'est clair. Et Mélodie le permet. Alors, Mélodie le permet à travers la télééchographie, mais il n'y a pas que la télééchographie. Il faut faire la même chose en télécardiologie, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets. Il faut développer la télémédecine parce qu'on n'aura pas des cardiologues, des radiologues dans les années à venir partout. Donc, il faut trouver un moyen pour éviter aux gens de faire 70-80 km, qu'ils seront obligés de faire de temps en temps, mais beaucoup moins souvent. Voilà. Alors, Mélodie, c'est pas qu'un marché français, c'est aussi un marché mondial. Et pourquoi ? Parce que les mêmes problèmes se posent dans d'autres pays.
soit dans les pays dits riches ou à zone de population très étalée, hein, comme au Canada. On vient de vendre là, actuellement un robot qu'il faut qu'on aille livrer dans les semaines qui viennent au Canada, parce qu'ils ont ce même genre de problème. C'est-à-dire qu'ils ont des petites villes qui ont 5-10 000 habitants qui se retrouvent, alors là, non pas à 50 km, mais à 500 km de la grande ville principale. Ouais. Et puis après, vous avez tous les autres pays, type pays en voie de développement. Alors évidemment, pour l'instant, le produit peut rester un peu cher, mais c'est malheureusement souvent dans un pays comme le Sénégal, avec lequel on essaye de travailler actuellement, qui est typique. C'est que les médecins, ils les ont. Sauf que les médecins, ils sont à Dakar. Et ils n'iront pas en brousse. C'est hors de question qu'ils y aillent en brousse. Donc, la télémédecine est aussi utile parce que ça permet d'utiliser les médecins qu'ils ont déjà. Heureusement, nous n'avons pas de brousse en Loir-et-Cher. Voilà. Bien, merci, docteur Éric Lefebvre. Alors, Evelyne Sancier, donc, je vous ai vu acquiescer. Hein, donc, effectivement, lorsqu'on parlait de télémédecine, vous êtes très sensibilisé, évidemment, puisque, en quelque sorte, vous êtes un peu la pionnière de la maison de retraite à domicile. Est-ce que c'est un raccourci qui vous convient ou... Oui, je vais en parler, mais tout d'abord, ce que nous avons pu réaliser donc en Loir-et-Cher. Laurent Davier nous l'a dit tout à l'heure, la population du Loir-et-Cher est une population qui vieillit. Il y a un apport de retraités conséquent et ce département a souhaité faire du vieillissement de sa population non pas un handicap, mais un atout et un levier de développement économique. C'est possible? Comment? Oui, tout à fait. Lorsque nous avons rencontré le conseil départemental il y a quelques années, la volonté était bien sûr de favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes et de favoriser ce maintien à domicile dans un contexte de proximité et d'apporter sérénité, sécurité de manière à bien vivre et bien vieillir chez soi. Cette décision a été concrétisée par la convergence donc de cette volonté du conseil départemental et par notre savoir-faire. Et nous avons implanté en 2014, début 2014, Dom Adom 41, qui est un dispositif de téléassistance avancée de grande proximité implanté à Blois et qui rayonne sur l'ensemble du département. L'objectif de Dom Adom 41 est de déployer des solutions innovantes de téléassistance qui allient donc de la téléassistance classique avec des solutions domotiques. Et le tout en prenant en compte le fait qu'une personne qui vieillit chez elle a tendance, bien sûr, à moins sortir, se coupe progressivement de ses amis, voit moins de monde, parle moins, et donc progressivement est envahie, on va dire, par la solitude. Et donc nous avons aussi dans ce contexte une mission de lutte contre la solitude et l'isolement que nous essayons donc de combattre de notre mieux. La réalisation de Dom Adom 41 a fait que l'implantation de cette plateforme au cœur du département a été donc à l'origine de création d'emplois. C'est un dispositif de grande proximité qui fait appel à des emplois et des emplois nouveaux. Je m'explique. La convergence des métiers de l'action sociale et des métiers des technologies n'était pas évident. Et donc ce sont des nouveaux métiers qu'il a fallu créer, de nouveaux collaborateurs, de jeunes collaborateurs, et les formations, bien sûr, ad hoc qui vont avec, puisque ce n'était pas une évidence de trouver sur le marché les formations qui allaient bien pour ces jeunes collaborateurs. Donc ça a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de partenaires. Donc ça mobilise énormément d'énergie, énormément de partenaires, bien sûr, une forte volonté aussi de faire, et c'est ce qui anime cette équipe. C'est aussi depuis quelques années un véritable travail de filière et nous avons là préfiguré ce que l'on appelle aujourd'hui la filière Silver Economy, puisque c'est la conjonction de la commande publique via une délégation de services publics, l'apport d'industriels, d'équipementiers type Legrand, le groupe Legrand, équipementier donc de matériel électrique, mais aussi des services locaux, des PME locales qui ont permis d'aboutir à cette réalisation. Il y a un marché énorme au plan national. 15 millions de personnes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui. Elles seront 20 millions en 2030. Donc c'est
un très grand marché qui est ouvert, puisqu'on Tout à fait. on parle de marché. Tout à fait. Ce département est pionnier, très regardé. Cette réalisation est examinée par bien d'autres départements qui, souhaitons-le, à leur tour, feront du vieillissement de leur population un atout et non un handicap. Quel changement de discours, hein. On présentait cela comme Oui. une charge et vous nous dites que c'est une chance et un produit, un levier de croissance, pour reprendre votre C'est un expression. levier de croissance, c'est un levier de développement économique. Ça permet aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles. C'est quand même le souhait de 90% d'entre elles. Ça n'était pas toujours une évidence d'y vivre en sécurité, mais c'est aussi la vie au cœur des territoires. C'est maintenir un boulanger dans un village, c'est permettre aux bouchers peut-être de travailler normalement. C'est permettre aussi aux entreprises artisanales de continuer à intervenir dans nombre de foyers qui ne seraient plus là si la personne avait quitté son domicile. C'est un bel exemple d'esprit, enfin de travail en filière. C'est un bel exemple de réalisation structurante pour les territoires. Voilà. Et lorsqu'on voudra mesurer les retombées, il faudra donc avoir une vision très, très large, hein. Donc, Tout à fait. Et on complétera dans les années à venir ces services par effectivement, probablement, une maison de retraite à domicile qui consistera à transposer les services de l'EHPAD au domicile des personnes. C'est donc pour demain l'hôpital à la maison et la maison de retraite à la maison. Encore faudra-t-il que l'aménagement numérique soit au rendez-vous et que l'on puisse donc réaliser l'ensemble de ce concept. ouais, le Loir-et-Cher accélère donc l'installation du très haut débit, hein, donc sur l'ensemble de son territoire. C'est évidemment indispensable. On vous a bien entendu, le Loir-et-Cher est un département pionnier en la matière. Tout à fait. Ouais. Bon, c'est une excellente nouvelle. Bruno Marmiroli, vous êtes le directeur du CAUE. Le CAUE a réalisé une étude sur la rénovation des bâtiments. Donc, alors parce que c'est vrai que parfois les bâtiments en ont bien besoin. Donc, que nous révèle cette étude par rapport à notre sujet de ce soir? Alors, premièrement, d'abord, nous, ça ne fait pas vraiment partie de nos prérogatives de plonger dans la dimension économique des territoires. On travaille plutôt sur la dimension éventuellement économique du bâti, mais un CAUE, ça s'occupe plutôt d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Il se trouve que par rapport aux trois données de l'économie résidentielle, j'ai bien écouté, j'étais attentif, on a le tourisme, les personnes âgées et les navetteurs. Et il se trouve que dans ces trois catégories-là, finalement, le patrimoine local, le bâti ancien, trouve une place. Dans le tourisme, on vient rarement visiter des régions dont le patrimoine bâti n'est pas remarquable ou pas identifié comme tel. Les personnes âgées, il faut que ce bâti soit adapté. On l'a dit, donc il y a tout un marché, effectivement, une potentialité d'adaptation de ce patrimoine bâti que l'étude révèle. Et puis les navetteurs, c'est pareil, on imagine bien que des gens qui souhaitent résider dans le Loir-et-Cher et qui font la navette régulièrement en dehors du territoire départemental, c'est pour des questions de qualité de vie, de qualité de paysage, de qualité d'architecture. Donc sur ces trois thématiques, effectivement, nous on a travaillé sur une analyse, en gros, en partant d'un postulat de départ, corroboré par les chiffres de l'Observatoire, qui sont 40% des bâtiments du Loir-et-Cher ont été construits avant 1949. Donc sont considérés comme des logements très anciens, comme les personnes, effectivement. C'est un patrimoine bâti qui est vieillissant, pas forcément en très bon état, qui pose des questions de réhabilitation, qui ont des incidences sur, évidemment, les trois sous-secteurs de l'économie résidentielle. Deuxième constat, une part très importante de ce qu'on appelle le patrimoine bâti ancien, donc non pas le très ancien, mais l'ancien, postérieur à 49 et qui s'arrête à 74, c'est-à-dire au premier choc pétrolier et au début des réglementations thermiques. Un patrimoine énergivore, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, qui sont des bâtiments qui font appel à des technologies simplistes, blocs béton, etc., sans aucune prise en compte de la réglementation thermique et qui sont donc des bâtiments sur lesquels il faut absolument agir pour limiter la précarité énergétique des ménages qui y habitent. Et puis le troisième volet, c'est 74 à nos jours, où le bâti récent n'a de cesse de s'améliorer, techniquement, thermiquement. Mais finalement, cette part-là, on va dire sur les bâtiments les plus performants, c'est une part anecdotique du parc. C'est une part qui est d'environ 4,6%. C'est-à-dire
epsilon, quand on considère que tout le reste présente des défauts de qualité thermique, mais pas seulement de qualité thermique. C'est ce que révèle aussi l'étude menée par le CAUE. Alors, c'est une étude je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais en gros, on s'attache à la forme urbaine, puis on essaie de dresser des typologies récurrentes, donc des modèles qu'on pourrait dupliquer. Et puis, sur la base de quelques modèles qu'on sélectionne, on fait des modélisations thermiques. Et sur la base de ces modélisations thermiques, on établit des scénarios de potentialité de réhabilitation de ce bâti. Évidemment, on s'aperçoit très vite que, autant sur le bâti compris entre 1949 et 1974, en gros, qui n'a pas véritablement de qualité architecturale particulière, qui ne rentre pas dans le champ du patrimoine admiré et admirable, avec tous les guillemets que ça suppose, on sait faire. On a des techniques très simples, on peut massifier les commandes, à partir d'un élément récurrent, on est en mesure de quantifier un marché potentiel. Autant sur ce qui est antérieur à 49, et là je parle y compris et surtout d'un territoire qu'on connaît bien, la Sologne, il est très difficile d'appliquer des méthodes lourdes de rénovation, d'amélioration du patrimoine bâti, pour une seule et simple raison, c'est que vous ruinez ce patrimoine. Vous ruinez, on voit très bien ce que peut représenter la réhabilitation d'une maison à base d'un isolant posé en extérieur sur un bâti à pans de bois ou en briques d'un village sologno. Ce qui distingue pourtant effectivement cette région, son originalité et sa beauté. Voilà, ce qui qualifie l'ensemble des paysages du département, qui sont des paysages très marqués. Ça aussi, c'est très intéressant. Et de ce fait, l'idée nous est venue, au fil des travaux menés, mais depuis des années par le CAUE, c'est pas récent, de travailler sur la compatibilité avec les écomatériaux et les ressources locales. Et au miracle, et ça tout le monde le savait, ces matériaux anciens, la paille, le torchis, le bois, sont parfaitement compatibles. D'abord, produisent des éléments thermiques ou qualitatifs qui sont compatibles avec le bâti ancien et améliorent significativement la qualité globale des logements. Donc voilà à peu près le cadre de l'étude que nous sommes en train de mener, parce que c'est une étude qui est en cours, sur un territoire assez large. Mais qui peut servir de point de départ à l'émergence, si on vous entend bien, d'une nouvelle filière, en quelque sorte. Plusieurs nouvelles filières, puisqu'effectivement on a travaillé avec des plateaux, avec des maisons de l'emploi, je pense à celle de Romorantin, celle qui est en cours d'essor à Blois ou à Vendôme, pour effectivement identifier les filières, identifier les besoins, commencer à former effectivement des apprentis qui sauront manipuler ces nouveaux et anciens matériaux. C'est toujours délicat de dire nouveau quand il s'agit de paille. Mais effectivement, et c'est une filière, enfin nous semble-t-il, qui peut connaître un essor potentiel, effectivement, lié à ces problèmes de faible qualité thermique, mais en gros de confort global. On est rentré par la thermique dans le bâti ancien, mais on voit bien que la problématique dépasse largement la question thermique. Elle est simplement sur la qualité du cadre de vie. Comme on ne peut pas se limiter uniquement à l'isolation du logement, il faut parler des espaces publics, il faut parler de la lumière, il faut parler de la possibilité de travailler sur le parcellaire, sur l'urbain, sur la mutabilité des parcelles. Donc il y a tout un travail que les collectivités accompagnées peuvent mener pour essayer effectivement d'endiguer ce qui semble un peu inéluctable dans un certain nombre de communes, effectivement une sorte de désertification, de désintérêt des centres anciens. Pour autant, il nous semble assez évident que si les grands vecteurs patrimoniaux que peuvent être Chambord, Chaumont, ou des villes qui sont identifiées comme telles sont la tête de la comète, l'ensemble du petit paysage des bourgs et des villages constitue la queue de la comète et je ne pense pas qu'elle puisse durer très longtemps en l'absence d'une dynamique de ces villes et villages. Oui, très important que la région soit belle en dehors d'un périmètre de 3 km autour de Chambord ou Chaumont. Belle et vivante. Et vivante en plus. Lionel Henry, vous auriez pu apporter des chiffres donc pour étayer effectivement chacun des exposés, mais on en a entendu un certain nombre de chiffres ce soir. On a évoqué un certain nombre de sujets, un certain nombre de populations. On n'a pas parlé des jeunes. Ce n'est pas une question piège, Lionel Henry, mais finalement, est-ce qu'ils ont encore une place et un avenir, les jeunes, sur ce territoire? Et pourquoi faire?
Bien oui, ils ont un avenir forcément. Les jeunes, ce qu'on peut dire, c'est malgré tout une préoccupation importante de notre département, parce que ça va faire l'objet aussi d'une étude importante cette année par l'Observatoire en partenariat avec beaucoup d'organismes locaux, parce que, et c'est quelque chose qui a émergé aussi lors des travaux menés dans le cadre du Loir-et-Cher 2020. Et on s'est arrêté quand même sur un chiffre qui est assez inquiétant, qui est la proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation dans le département. Entre 18 et 25 ans, 18 et 24 ans, ils sont 25%. Donc c'est-à-dire il y a un jeune sur 4 entre 18 et 25 ans qui est en situation transitoire, en fait, qui est sorti du système scolaire et qui n'est pas encore en emploi. Alors, est-ce que c'est un chiffre important ou pas ? Évidemment, on a regardé ce qui se passait ailleurs. Oui, c'est un chiffre important pour le Loir-et-Cher parce que on est, si on s'en compare là aussi aux autres départements français, on est très mal classé. On est, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais on est au 60 et quelques rang. Donc en fait, un chiffre qui est assez inquiétant, même si on peut avoir quelques éléments d'explication, c'est-à-dire que on a un système de formation supérieure qui existe, qui se renforce beaucoup et de façon très avantageuse, néanmoins qui est encore assez peu important. Mais à côté du Loir-et-Cher, il y a deux pôles importants qui sont Romorantin, oui, mais qui sont du point de vue unicitaire, qui sont Tours et Orléans. Et effectivement, beaucoup de jeunes, parmi les mieux formés, quittent le département pour se rendre dans ces territoires, pour suivre leurs études, voire pour un premier emploi. C'est le cas aussi des jeunes qui partent aussi vers la région Île-de-France, bien sûr. Et le fait que ce chiffre soit important dans le département fait simplement que ce sont les plus importants, les plus formés qui s'en vont, et donc en proportion, les moins formés sont beaucoup plus importants en proportion dans cette population. Alors, cette étude, effectivement, on va essayer de la mener de façon partenariale avec les maisons de l'emploi, avec les missions locales, etc. Toutes sortes d'organismes, tout un ensemble d'organismes qui travaillent sur ces questions. L'idée est au-delà de cette étude, de trouver aussi des éléments de réponse ensemble. Voilà, non pas pour les retenir, mais pour les faire revenir. Le cas échéant voilà, alors c'est vrai qu'on constate qu'il y a un creux démographique important. On a parlé parfois d'hémorragie de jeunes qui partent à ces âges-là. C'est particulièrement important en Loir-et-Cher si on compare avec les départements voisins. Mais c'est un phénomène qu'on connaît bien au niveau national aussi, et notamment la région elle-même subit ce problème, cette question. Par contre, ce qui est assez rassurant, c'est de voir que après ce creux démographique se reconstitue, c'est-à-dire qu'il y a d'autres, un petit peu plus tard, dans les âges plus avancés, il y a des gens qui reviennent, peut-être pas les mêmes jeunes, mais en tout cas, il y a d'autres jeunes qui reviennent, souvent évidemment de jeunes actifs, et là aussi, il y a une attractivité du territoire pour l'emploi, aussi pour cette catégorie de population. On a pas mal parlé du tourisme, on a parlé du service, finalement, on n'a pas oublié l'industrie. Donc c'est encore une réalité. Est-ce qu'il y a des secteurs peut-être qu'on aurait oubliés ce soir dans ce panorama ? Je pense qu'on a balayé quand même très large et dans le détail. Effectivement, on aurait pu, au cours de cette table ronde, effectivement parler un peu plus d'industrie, mais ça a été très largement évoqué par Laurent Davzy. Et puis, je pense aussi que dans notre département, notamment à l'occasion de la semaine de l'industrie, qui a lieu partout en France, mais qui est particulièrement célébrée dans ce département, je pense que les acteurs du département sont quand même très sensibilisés à cette question de l'industrie, au potentiel que représente aussi ce secteur. Et puis là aussi, il y a une étude qui a été menée à l'initiative de la Chambre de commerce récemment, en partenariat avec la Maison de l'Emploi du Blaisois, je crois, qui est partie de l'aéronautique et puis qui s'est étendue, je crois, à l'ensemble des secteurs industriels et qui montre qu'il y a un potentiel de recrutement important dans ce département. Donc un avenir pour les jeunes aussi, qui peuvent trouver des emplois intéressants dans le domaine industriel,
parce qu'il y a tout un ensemble d'entreprises, on en a vu ici ce soir, hein, tout un ensemble d'entreprises qui ont des innovations très intéressantes, qui se développent bien, qui innovent, qui font aussi beaucoup de recherches. Et puis, en même temps, il y a cet effet de ciseau démographique qui fait que les salariés les plus âgés vont partir en retraite. Hein, c'est un phénomène bien connu. Et ça va libérer quand même des postes de façon importante. Hein. Et c'est plusieurs centaines de postes qui vont se libérer dans l'industrie au cours des prochaines années. Et cela, ça a été très bien montré par la Chambre de commerce à travers cette étude. Merci. Alors, la salle a réagi, a posé des questions. Donc, pour les dernières minutes qui nous restent, donc on va revenir sur quelques questions, quelques réflexions. Donc, alors là, c'est une réflexion. On a des retraités à Blois, aisés, mais ils n'ont pas de boutique pour dépenser. Où va l'argent? Donc ça, c'est pas une question. Je pense que c'est plus une réflexion qui a trait peut-être à l'évasion commerciale subie effectivement par le Blésois. Alors, sans être une grande métropole, comment rendre notre territoire attractif pour les jeunes actifs plutôt que pour les retraités? Quelques exemples de mutations réussies de départements comparables en France. Peut-être une question qui s'adresse à vous, Laurent Davzy. Avez-vous, dans vos études, peut-être observé des territoires similaires au Loir-et-Cher et qui auraient des exemples de développement assez remarquables? Oui, mais enfin, c'est jamais vraiment comparable. Oui, je pourrais dire dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, si vous faites aussi bien Pau d'ailleurs que Bayonne, vous êtes sur des villes quand même d'un niveau assez peu élevé hein, dans la hiérarchie urbaine française, qui marchent bien, mais qui ont, si je prends surtout Bayonne, hein, Bayonne en anglais de Biarritz, qui ont un avantage incroyable qui est la mer. Enfin, la mer, la montagne, l'Espagne, il y a tout. Le vin rouge, tout y est. Donc c'est toujours compliqué. Hein, La corrida et le rugby, pour ceux qui aiment. Ouais, alors, en plus, les vaches, le truc. Donc c'est toujours difficile. On ne peut pas comparer terme à terme. Après, souvent, c'est la taille qui fait la différence. Hein. La taille fait la différence parce que derrière la taille, il y a aussi plus une ville est grande, plus donc ce qui se passe à Nantes, c'est pas la même chose que ce qui se passe à Angers, c'est pas la même chose que ce qui se passe à Blois. Et derrière la taille, c'est aussi la diversité de l'offre urbaine et qui peut notamment attirer les jeunes. On a dans les sujets qu'on n'a pas traités, on n'a pas trop parlé de la culture, même si je sais qu'il y a beaucoup d'activités culturelles qui sont développées ici. Et vous voyez bien que entre ce que peut faire la ville de Nantes avec sa taille et ses moyens et ce que peut faire Blois, c'est pas la même chose. Un truc tout bête, les transports. Moi, j'ai regardé les horaires des transports. Je regarde toujours ça, moi, des bus à 20h. C'est terminé. Plus de bus. Il faudra que quelqu'un me ramène à mon hôtel, d'ailleurs. On s'en occupera. Bon, non, mais je plaisante. Bon, pour les jeunes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de deux roues, à passer 20h, c'est terminé. S'il n'y a pas ça à Angers ou à... Mais c'est pas parce que on est plus mal à Angers ou à Nantes, c'est l'effet de taille qui joue. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis la question de la formation, c'est pas la même chose. On ne va pas dire on va créer une grande université à Blois. Ça serait absurde. D'où c'est ce qui a été dit par Lionel Henry. Oui, ils partent. Tant mieux qu'ils partent. Tant mieux. Heureusement qu'ils partent à Tours, qu'ils vont à Orléans, ils vont à Paris, ils vont se former ailleurs. C'est mieux qu'ils restent là à ne pas se former. Et puis après, on en fera venir d'autres. Donc ce benchmarking, de regarder à taille comparée et tout, c'est très difficile de comparer. Alors néanmoins, une question relative à cette notion d'attractivité, qui est une notion très très large. Et on nous demande s'il existe une étude réalisée à l'échelle nationale qui traiterait des critères d'attractivité d'un territoire, et si oui, quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'implantation dans le Loir-et-Cher et l'attractivité même du département. Alors, je ne voudrais pas la ramener, mais on a fait un bouquin qui a été publié l'été 2014 à la documentation française qui répond à cette question. C'est ce qu'on appelle le système productif résidentiel. On l'a fait sur l'ensemble, on l'a fait sur les 120 premières villes françaises et on a cherché quel était le premier critère d'explication de leur dynamisme urbain et aussi ce qu'on appelait métropolitain, plus orienté business de haut niveau. Et on a cherché quel était le meilleur facteur d'explication. Et c'est intéressant parce que ça renvoie aux questions qui ont été à plusieurs fois évoquées, la question de la solidarité entre la ville et le reste du pays. Je la joue brève, c'est l'économétrie. Le premier facteur d'explication
du dynamisme, de l'attractivité et du dynamisme des villes françaises, je parle des 120 premières villes françaises, c'est la qualité résidentielle de l'Hinterland, en gros, à 1 heure de bagnole autour. Quand vous avez un territoire, à Bayonne, avant qu'on pose la question, hein, à Bayonne, quand vous êtes à Bayonne, Bayonne-Henri de Biarritz, évidemment, à 1 heure de bagnole autour, vous avez tout. Vous avez la mer, le machin, l'Espagne, super dynamisme, super attractivité. Vous êtes à Roubaix, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, on a fait un modèle, on a chiffré de façon conventionnelle, mais on a qualifié la qualité résidentielle des hinterlands des villes, et on a mis en relation avec un certain nombre de paramètres d'attractivité, et il n'y a pas photo. Pourquoi les jeunes vont à Toulouse? Alors c'est parce qu'il y a un appel d'air aussi, hein. L'emploi crée l'emploi, hein. On sait qu'il y a de l'emploi, mais parce que les gamins, enfin excusez-moi, les jeunes gens, ils préfèrent aujourd'hui aller s'installer à Toulouse, à Bordeaux ou à Nantes, ou à Rennes, qu'aller à Lille. Il y a un truc qui ne trompe pas. Après, je me tais. C'est une première. On n'a pas fait une enquête, mais on a eu un extrait du fichier des retraites, du régime général des retraites. Et on a eu, anonymisé bien sûr, on a eu les dossiers de tous les gens qui ont quitté leur région de domicile et de travail. On a eu leur situation 2 ans avant, 2 ans après. Pourquoi les gens déménagent? Ce n'est pas une enquête, on a regardé. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ne déménagent pas pour améliorer leur salaire. Il n'y a que dans le cas où on quitte une région française pour aller, et ce n'est pas une bonne nouvelle, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, en Lorraine, là on constate que les actifs qui se déplacent dans ces régions-là ont leur salaire qui augmente. Ce qui veut dire en clair que pour aller là-bas, il faut vraiment payer, il faut payer les gens. Mais quand il s'agit d'aller dans des régions là où il y a beaucoup de gens qui y vont, ils n'augmentent pas leur salaire. Ils augmentent leurs aménités. On est dans un moment où il y a une forme d'hédonisme, hein, qui est plutôt probablement une bonne chose. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont moins cons qu'on a été nous à notre époque. On était beaucoup plus dans le professionnel, alors qu'il n'y a pas de problème de chômage en plus quand on était jeune. Et donc il y a un hédonisme très fort. Et effectivement, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et les actifs aujourd'hui se déplacent en fonction des qualités, des grands territoires autour des villes. Et ils se déplacent plus pour la qualité de vie que pour l'augmentation du salaire. Alors, deux remarques, ce sont des commentaires. D'abord, quelqu'un s'interroge, quid du dynamisme et du rôle des associations? Là où l'entreprise n'est pas viable, l'association de bonne volonté et l'addition d'heures de bénévolat ne peut-elle pas permettre de redémarrer des activités? Donc, bon, c'est autant un constat, une suggestion qu'une question. 2 remarques relatives au Romantinais, signées du conseiller régional Alain Beignet. Merci pour sa contribution. La part disproportionnée de l'emploi public dans le Romantinais doit être corrélée au relatif effondrement de l'emploi industriel qui mécaniquement fait monter le pourcentage de l'emploi public. Et sur la perte des emplois touristiques, cela est essentiellement dû à la réorganisation de Center Park, une sous-traitance qui n'apparaît plus dans les chiffres tourisme, mais service. Donc voilà, là on est effectivement sans doute dans l'art de la statistique et des différentes cases. Quelqu'un s'interroge sur l'impact visible d'une centrale nucléaire. Effectivement, c'est un ensemble qui a un impact et une grande importance donc, pour un territoire. Donc bon, là-dessus, à l'évidence, enfin, souvent il a été évoqué l'emploi que ça créait, les emplois indirects que ça suscitait et la richesse localement, bien entendu. Quelqu'un s'inquiète également sur les ressources qui viennent des retraites et on dit que les caisses seront en faillite en 2017-2018, comme les caisses de retraite Tarco et Agirc et d'autres caisses. Donc là, c'est un signal d'alarme et une angoisse qui est partagée ce soir. Télémédecine et télétravail contre la désertification médicale, mais quelle est l'empreinte carbone? J'imagine que du coup, elle est très faible. Voilà, tout à fait. Les retraités sont un levier de développement économique. Si le système est en mesure de payer les retraites, mais le pourra-t-il? Là, c'est à nouveau donc une inquiétude liée à l'avenir des retraites. Enfin, ce sont les élus qui impulsent ou pas les territoires. Est-il envisageable de former les élus sur la stratégie, la logique de développement des synergies des territoires et l'innovation? Avez-vous des relations régulières, Laurent Davzy, avec des élus pour échanger avec eux, leur donner peut-être un mode d'emploi?
Oui, enfin, j'ai pas le monopole, loin de là, hein, de la question. Mais en revanche, je suis en relation permanente avec des fédérations d'élus de toutes sortes, des grandes villes, des petites villes, des villes moyennes, des communautés, des départements, des régions, enfin, vous connaissez, hein, toutes ces fédérations, et qui travaillent beaucoup sur ces questions. L'Assemblée des communautés de France, par exemple, la DCF, produit beaucoup de travaux sur la question du développement territorial, les formes du développement, les stratégies de développement. Il y a une très forte animation, enfin, il y a beaucoup d'élus dans la salle qui le savent bien, il y a une très forte animation sur ces questions-là, et les choses évoluent, avancent, et l'information suit. Et ne parlons pas du CNFPT pour les personnels territoriaux, hein, où il y a donc non, ça bouge. Moi, je passe ma vie à courir d'un bout à l'autre du territoire, hein. Pas de... Lionel Henry, vous voulez ajouter quelque chose? Pas sur ce sujet, mais puisque j'ai la parole, Voilà. Je souhaiterais vous rappeler à tous que vous pouvez accéder à notre site pilote41.fr pour retrouver beaucoup des informations qui ont été évoquées ce soir et beaucoup d'autres sujets, donc pilote41.fr. Et puis vous pourrez aussi retrouver les éléments essentiels finalement sur une action qui nous a occupé pas mal de temps à l'Observatoire, sur la mise en place d'un observatoire du développement durable. C'est un peu grâce à ce projet qu'on est là ce soir, parce que il a été largement financé par les pays avec des fonds via des fonds européens, mais aussi comme c'est un projet qui s'étend sur l'ensemble du territoire, aussi financé en partie par Aglopolis, la communauté du Grand Chambord pour la partie urbaine du Loir-et-Cher, évidemment le conseil départemental. Et puis, on peut aussi, mais ça a été rappelé hein, en introduction par M. Quillou, un partenariat fort avec ERDF et puis la Caisse d'épargne pour l'organisation de cette manifestation aujourd'hui. Et sur le contenu lui-même de cet observatoire du développement durable, donc il y a à peu près 80 indicateurs qui sont disponibles sur le site. On retrouvera aussi toutes les informations sur les agendas 21 qui se profilent, enfin qui sont déjà en place ou qui se construisent en ce moment sur le département. Un moteur de recherche qui permet d'avoir aussi accès à des informations sur les actions innovantes en matière de développement durable dans le département. Et puis, un dernier mot, un partenariat fort aussi, technique, plus cette fois, avec le CAUE et puis avec le CDPNE, hein, qui ont été nos partenaires sur ce projet. Voilà. Bien, nous arrivons au terme donc, de cette rencontre, de ce colloque. Ça fait 2 heures que nous sommes ensemble. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, naturellement, mais les échanges vont se poursuivre agréablement autour d'un cocktail. En repartant, vous repartez avec une étude sous le bras, hein, également, c'est cela. On termine évidemment par de vifs remerciements, d'abord à vous-même pour votre attention et votre participation ce soir. Un très très grand merci. Et puis un grand merci à toute l'équipe de l'Observatoire de l'économie et des territoires, Lionel Henry, Tiffaine Néron-Bancel, tous les services du Conseil général qui ont permis donc l'organisation de ce colloque. Merci à tous, très très bonne soirée. La soirée se prolonge agréablement juste à côté. À bientôt.